Tout pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du lundi avec Gustave Sondaine, le cofondateur de Colbert. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. On est également avec Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour. Et un coup de gueule et une question pour démarrer. Nos députés ont-ils lu ce rapport Draghi dont on parle régulièrement, qu'il faut lire pour vous, auditeurs, auditrices, si vous ne l'avez pas encore fait? Il fait 18 pages, le résumé disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Vous demandez à ChatGPT ou à Mistral AI de vous le résumer. C'est nécessaire de l'avoir lu. Et pourtant, Mathias, ce matin, vous nous dites que très visiblement, la plupart de nos députés ne l'ont même pas en tête. Et oui, puisque il est assez clair, je crois, aujourd'hui pour tout le monde. On a eu le rapport donc de Mario Draghi, on a eu le rapport d'Enrico Letta, également un Italien. On a eu le rapport Noyer en France aussi, avec une commission qui avait été établie l'an dernier. Tout ça sur la compétitivité européenne. Et ce qu'il faut faire pour que les Européens puissent vivre mieux à l'avenir. Et l'une des choses qu'il faut faire face au vieillissement de la population, à l'endettement des États, c'est l'investissement des particuliers. On entend systématiquement la foire aux bonnes idées sur comment utiliser l'épargne des particuliers pour soutenir les entreprises européennes. On a d'ailleurs en France un très beau produit d'investissement qui s'appelle le PEA, qui sert à favoriser l'investissement dans des entreprises européennes. Et pourtant, nos parlementaires ont pris la décision, pour le moins surprenante, d'augmenter la taxe sur les transactions financières pour les entreprises de plus d'1 milliard d'euros de valorisation française. Donc aujourd'hui, très concrètement, pour les particuliers français qui veulent investir, s'ils choisissent d'investir dans des entreprises ayant leur siège social en France, ils vont payer davantage de taxes. On peut citer quelques entreprises. Toutes les entreprises de la côte parisienne, grosso modo, qui ont plus d'1 milliard d'euros de valorisation. Donc c'est une liste extrêmement large. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va pousser les investisseurs français à investir dans des entreprises dont le siège n'est pas basé en France. Donc on se tire une balle dans le pied à un moment où il y a une dynamique incroyable en faveur de l'épargne et de l'investissement en France, en particulier de l'investissement en bourse. On a plus d'1 million de nouveaux investisseurs en bourse en France ces dernières années. Et à ce moment-là, alors même que cette taxe stable, depuis 2017 à 0,3%, était en forte croissance en termes de rendement. C'est une taxe dont le rendement a doublé. On est passé de 1 à 2 milliards d'euros depuis 2016. Donc c'est un beau succès, je dirais, fiscal. Eh bien, on vient casser cette dynamique. Là, je dois dire que les bras m'en tombent. Je ne sais pas très bien quoi dire parce que tous les rapports nous disent la même chose. C'est-à-dire, le rapport Draghi dit très clairement, il faut lever les régulations changeantes et pesantes sur l'investissement pour favoriser l'investissement des particuliers dans des entreprises européennes. Et là, alors qu'on manque de plus de 1 000 milliards d'euros d'investissement retraite des particuliers rien qu'en France, on vient taxer davantage les particuliers qui investissent dans des entreprises françaises. Je ne sais pas quoi dire, c'est à peine croyable. Donc, malheureusement, comme il n'y a pas de fronde des investisseurs particuliers comme il y a eu une fronde des auto-entrepreneurs, j'imagine que cette nouvelle taxe de 0,1% en plus, passant de 0,3 à 0,4, va rester. Mais il aurait fallu que les investisseurs particuliers puissent ouvrir leur voie plus fort, quoi. Nous allons travailler à, en tout cas, la communication autour de cette folie toute la semaine. Je vous jette un engagement éditorial parce qu'effectivement, elle pose quand même question. On se demande si on ne chercherait pas spécifiquement à pénaliser notre marché action en France par rapport aux pays non seulement voisins, mais évidemment reste du monde. Vous étiez écouté par Cyril la semaine dernière, Gustave, qui est un de nos auditeurs réguliers. On parlait de comment on peut utiliser le PEA en le détournant, en utilisant des ETF synthétiques, par exemple du SP500. Alors ça va tous nous amener à aller acheter des ETF S&P 500 au lieu d'investir dans les entreprises LVMH et consorts sur nos PEA. À condition que les ETF soient pas français. Je vous rappelle qu'on a un leader quand même des ETF qui est français, qui s'appelle Amundi, qui sera tout aussi pénalisé. Mais c'est vrai que pour revenir quand même sur le sujet global, généralement quand on taxe plus quelque chose, c'est que ça marche très bien. Or, le nombre d'entreprises de plus d'1 milliard qui vont à la cotation en bourse à Paris, moi, ça m'a peut-être échappé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la queue en fait. Et c'est-à-dire que donc la base taxable, puisque c'est ça dont il s'agit quand on parle de taxation, elle n'est pas en train d'augmenter significativement. Donc on vient taxer une base qui est plutôt en train de s'amenuire, et en tout cas on a un vrai défi à garder des entreprises à la Côte de Paris et encore plus à en faire coter d'autres. Donc c'est assez intéressant effectivement de voir ça. Pour ce qui est de votre question, effectivement ça va clairement favoriser d'autres marchés.
Et ça va aussi défavoriser les marchés français, non pas que auprès des investisseurs particuliers et domestiques, mais y compris auprès des investisseurs internationaux qui auraient eu envie de venir faire des opérations sur la Bourse de Paris et qui probablement choisiront des moyens détournés pour le faire. Bon, on suivra ce dossier, évidemment, mais Mathias, vous avez mis le doigt sur un point juste, c'est que les investisseurs particuliers ne sont pas fédérés, ne sont pas tout à fait organisés, comme vous avez fait référence aux auto-entrepreneurs. Vous vous souvenez, Lorraine, je sais pas, il y a quelques années, il y a eu le mouvement des pigeons. Ouais. C'était les entrepreneurs justement français qui cherchaient à la compétitivité, en tout cas française, vis-à-vis justement des marchés de capitaux américains et du capital risque. C'était à l'époque aussi des taxations très importantes qui étaient voulues par l'administration Hollande. Peut-être que là, c'est l'occasion de créer les nouveaux pigeons, Mathias, parce que cette fois-ci, c'est peut-être pas juste les entrepreneurs, c'est tous les Français. En tout cas, il y a peut-être une nouvelle vague de pigeons à créer, parce que les Français peuvent parfois se mobiliser, y compris les chefs d'entreprise. On l'a vu en Allemagne il y a quelques semaines, une mobilisation des chefs d'entreprise. Peut-être les investisseurs français, qui sont beaucoup plus nombreux que les chefs d'entreprise, par ailleurs, pourraient s'élancer dans un mouvement des nouveaux pigeons. C'est une idée. Peut-être trouver un autre nom, parce que c'est vrai que pigeon, c'est pas très bon pour notre ego, quoi. Ouais, ils seront aussi soutenus, je pense, par les départements de relations investisseurs des grosses entreprises du CAC 40, qui doivent, en parallèle des contraintes énormes qu'elles ont pour communiquer en France sur leurs titres, vont là sans doute faire une levée de bouclier. En tout cas, je le souhaite. Bon, on suivra évidemment ce dossier et on sera les porte-parole autant que possible des investisseurs particuliers. Bon, vous nous emmenez aux États-Unis avec un petit jeu de mots. On va parler d'IA, mais non pas d'intelligence artificielle, mais d'inflation artificielle. Mathias, ça vous inquiète ce qui se passe aux États-Unis ? Oui, alors d'un côté, j'ai un peu d'ego satisfait parce que c'est ce dont je parlais au mois de décembre sur ce plateau. Rappelez-nous. Et de l'autre, c'est un peu inquiétant effectivement pour les marchés. Donc le sujet est le suivant. Donald Trump a annoncé depuis des mois une politique protectionniste. Cette politique protectionniste, elle est basée sur les fameux droits de douane, les tarifs. Ces droits de douane, ils ont un effet positif sur les entreprises américaines parce que ça protège leur production. Ils ont un effet très négatif sur la consommation. Et pour la première fois, donc ça fait des mois qu'on dit attention, peut-être que la politique de Donald Trump va faire revenir l'inflation aux États-Unis de manière artificielle parce que ces droits de douane créent cette inflation-là. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a eu l'étude donc de confiance des consommateurs américains qui est ressortie en baisse, alors qu'on attendait une hausse. On baisse à 67,8 contre 71,1 en janvier, donc c'est une forte baisse en très peu de temps. Et surtout, quand on leur demande aux consommateurs américains s'ils pensent que l'inflation va augmenter, ils répondent oui. Et ils répondent qu'elle va augmenter à 4,3%, alors que c'était 3,3% en janvier. Donc on a une forte hausse des anticipations d'inflation. C'est un gros problème pour Donald Trump parce que ça peut freiner la politique de baisse des taux de la Banque centrale américaine. Et si la Banque centrale américaine arrête de baisser ses taux, ça peut être mauvais pour les marchés financiers américains, qui ont d'ailleurs un peu, trébuché vendredi, les marchés américains. Et donc, si les marchés américains baissent ou stagnent, Donald Trump va être sous une pression énorme parce que les consommateurs américains, qui sont le moteur de l'économie américaine, ont beaucoup bénéficié depuis quelques années de la hausse des marchés financiers pour leur consommation. Et compenser leur revenus. Et ça, Donald Trump, il ne peut pas être le président qui stoppe la hausse des marchés financiers. Quand on est le président qu'il est, ça ne peut pas être ça. Donc il sera à un moment donné coincé entre ces deux impératifs. Et la question donc de l'indice de confiance des consommateurs américains de vendredi lui a rappelé. Mercredi, on a l'inflation. Jeudi, on a les prix à la production. Donc ça va être une grosse semaine d'IA à Paris, mais d'inflation artificielle aux États-Unis. Pour moi, ça va être le sujet des semaines qui viennent. On est un peu pris par le temps, puisque notre Nicolas Dose a été une vraie pipelette. Est-ce que, Gustave, en une minute, vous pouvez nous mettre au parfum sur Klarna, qui pourrait bientôt rentrer en bourse aux États-Unis avec une valo? Donnez-nous le chiffre. 15 milliards. Alors, ça paraît beaucoup, peut-être, pour une entreprise européenne qui va à la cotation. Déjà, Entreprise européenne qui va à la cotation aux États-Unis. Exactement. Donc voilà, ça fait le lien avec ce qu'on vient d'aborder. On voit qu'il n'y a pas que la France qui est concernée, en tout cas, par une problématique d'attractivité de ces marchés de capitaux. Donc ça, c'est quand même un sujet structurel. Maintenant, 15 milliards, c'est un peu moins que 46 milliards. C'était la valo de Klarna en 2021. Donc, pour ceux qui ont payé à l'époque, ou en tout cas qui ont acheté à l'époque et qui voulaient payer plus tard, voilà, la note va être un peu salée. C'est le slogan de Klarna.
Donc, en tout cas, pour les nouveaux investisseurs, ça risque d'être un point d'entrée intéressant. Donc, après ces chutes de valorisation, on a aussi eu un gros conflit de gouvernance chez Klarna l'année dernière. Ils ont fini par s'en sortir. Donc, aujourd'hui, ils font peau neuve et ils vont chercher cette cotation. Donc, on leur souhaite bonne chance, évidemment. Ce sera en avril. Voilà, le paiement fractionné suédois, puisque Klarna est suédoise, qui vise le mois d'avril pour son entrée à Wall Street. Des informations qu'on pourra commencer à décrypter dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Gustave, pour cette dose d'IPO. Mathias, merci pour cette dose de politique.